Les assurances santé et les solutions de prévoyance de la Caisse d'épargne vous présentent Check-up. Medialp, 20 points de vente dans la région, de vente et location de matériel de confort médical, vous présente Check-up. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Check-up, le magazine de la santé et de l'innovation. Je salue à mes côtés Vincent Templard, notre expert président de Medicalps. Bonjour Vincent. Bonjour Marie-Caroline. Medicalps, c'est toujours le cluster des entreprises innovantes de l'arc alpin. Ça n'a pas changé. Et vous allez bien, en 2021. Vincent ? Je vais bien, je vous remercie, en pleine forme. Parfait. Dans ce numéro, nous passerons du bouton au bouchon grâce à Arémon Life, filiale de l'entreprise Arémon, le créateur grenoblois du bouton pression qui a passé un important contrat avec le gouvernement canadien. Il sera aussi question avec nos invités que je vous présenterai dans un petit moment d'une étude sur les bienfaits de la pratique du véhicule électrique sur des femmes touchées par un cancer du sein notamment. Enfin, le dossier du mois sera consacré au diagnostic et au traitement de la douleur avec deux praticiens du CHU et du groupe hospitalier mutualiste. Allez, c'est parti. Un petit bouchon pour l'homme, un vaccin pour l'humanité après 2020, année du Covid. 2021 sera, on l'espère, l'année de la vaccination du Covid. L'entreprise grenobloise Arémon Life a signé fin 2020 un important contrat avec le Canada. Arémon Life, c'est une filiale d'Arémon qui a inventé le bouton pression, mais c'est aujourd'hui spécialisé dans l'industrie automobile. Lina Badreddine s'est rendue sur le site de conditionnement pharmaceutique à Saint-Égrève. Pour sortir d'une crise sanitaire, le vaccin est primordial, mais son contenant l'est tout autant. Ici, chez Arémon Life, on fabrique des bouchons de flacons de vaccin. L'entreprise Arémon, spécialisée dans le secteur automobile, s'est diversifiée en 2007 en créant une branche packaging de pharmacie. 13 ans plus tard, la crise sanitaire de la Covid-19 lui apporte un nouveau contrat, une commande de plusieurs millions de bouchons par le gouvernement canadien pour anticiper la fermeture des flacons de vaccin le moment venu. Chaque composant a son importance parce qu'il va être plus ou moins en contact direct avec le médicament. Donc les niveaux d'exigence sur tous ces systèmes de packaging sont primordiaux. Et le cheminement de fabrication est très minutieux. La pièce est contrôlée à 100% à chaque étape pour être sûre qu'elle n'a aucun défaut. Par rapport à une fermeture traditionnelle qui pourrait générer des particules d'aluminium dans son environnement proche, le bouchon en plastique Redilio a ses avantages sanitaires, mais aussi techniques et pratiques. Actuellement, sur les lignes de remplissage, les flacons sont remplis. On a un bol de distribution qui vient distribuer le stopper, puis ensuite la capsule en aluminium qui va être sertie sur le col du flacon. L'avantage de notre produit Redilio, c'est que directement après le remplissage, on va distribuer l'ensemble avec le stopper qui est déjà préassemblé dans la capsule en plastique et on vient fermer directement par une simple pression verticale. Autrement dit, l'entreprise iséroise livre aux clients directement une solution stérile et prête à l'emploi. Avec ce gros contrat signé avec le Canada, la crise sanitaire a accéléré de 18 mois le plan stratégique et le développement d'Arémon Life. Pour nous, c'est très important puisque nous allons doubler notre chiffre d'affaires l'année prochaine, pas uniquement grâce à ce contrat, mais c'est une bonne partie de l'explication de notre doublement de chiffre d'affaires, qui a déjà doublé cette année. Nous sommes passés de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires à 8 millions en 2020. Et en 2021, on planifie d'être entre 18 et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, essentiellement grâce aux produits Redilio. Donc c'est des belles perspectives pour nous de doublement d'activité. Autre bonne nouvelle, les effectifs salariés de l'entreprise devraient eux aussi doubler en juin 2021 par rapport à 2020. Et l'autre activité d'Arémon Life concerne la production d'un dispositif médical hormonal en santé animale. Vincent, Arémon, en misant sur la santé, ils ont vraiment fait une bonne opération ? On le verra à terme, mais visiblement au bout de 13 ans, comme l'expliquait Nicolas Thivan, le directeur général, les perspectives sont magnifiques. Un doublement du chiffre d'affaires en 2020, des perspectives de doublement en 2021, un très très beau succès, oui, sans aucun doute. Et puis ce contrat avec le gouvernement canadien, c'est aussi une belle manne financière, une belle opportunité aussi.
C'est un très beau marché. Effectivement, le Redilio est un dispositif qui a été développé voilà déjà quelques années. On sait que le temps de validation, de développement d'un dispositif médical est long. C'est un très très beau contrat, une très belle référence, et je ne doute pas qu'il y ait d'autres contrats qui soient annoncés dans les prochains mois. Merci. On voit quand même, au travers de l'innovation, Arémont est un groupe, j'allais dire, ancestral de l'agglomération grenobloise. C'est un groupe familial. Familial, et de cette innovation, parce que le reportage montre bien, en fait, on n'est pas loin du bouton pression dans la façon d'assembler le bouton sur le flacon. Le clips. Ouais. Et donc, effectivement, de cette innovation, de chercher quels autres marchés pouvaient demain intéresser le groupe Arémont. Et je suis ravi d'avoir pris connaissance de ces évolutions. Et en plus, ils en font de toutes les couleurs. C'est super. Merci beaucoup. Vincent, on va retrouver tout de suite nos invités. Pédaler, c'est bon pour la santé. Si une activité sportive régulière, notamment sur un vélo, n'est plus approuvée pour une bonne santé en général et dans le processus de guérison, les études sur la pratique du vélo à assistance électrique n'en sont encore qu'à leur balbutiement. L'une d'elles vient d'être effectuée par votre équipe. Jean-Luc Bosson, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle santé publique au CHU Grenoble-Alpes et chercheur à l'Université de Grenoble. À vos côtés, Sophie Delica, bonjour. Bonjour. Vous avez participé à cette étude Oncovélis, puisque c'est son nom. Vous nous raconterez tout ça dans un petit instant. Professeur Bosson, l'idée de cette étude, elle vous est venue comment ? Alors, notre équipe recherche, elle travaille sur tout ce qui peut amener les patients à changer de comportement en termes de nutrition, en termes d'activité physique. On travaille essentiellement sur l'innovation qui n'est pas pharmacologique. On travaille beaucoup sur l'innovation technologique, avec plein de projets dont je ne parlerai pas ici. Et il est apparu très vite, alors dans mon usage personnel, pour être très simple, que le vélo électrique pouvait trouver sa place dans le parcours de soins. Entre les soins, la réhabilitation, puisque cette étude Oncovélis a été conçue avec le centre de Rocheplane, où les patientes ont eu un premier acte de réhabilitation très efficace. Et la question, c'est comment on entretient ça après. Donc voilà, on a mis en place un modèle qui utilise le vélo électrique, mais pour faire de l'éducation à la santé. Madame Delica pourra en reparler, mais on avait une réunion avant, une réunion après, énormément d'échanges pendant les sorties. On s'arrêtait, on discutait beaucoup. Et c'est ça l'intérêt du vélo électrique, c'est tout le monde ensemble et très progressif. Combien de participants à cette étude ? Alors, il était prévu 15 participantes, il y en a 12 qui ont été réellement inclus. 2 participantes ont arrêté très vite, une parce qu'elle avait des problèmes médicaux avec son porte-à-4, l'appareil qui nécessite la chimio, donc ça devenait impossible de faire du vélo. Et une parce que peut-être qu'au moment de la sélection, on n'avait pas bien expliqué qu'il fallait quand même savoir faire du vélo. Ah oui, c'est une bonne raison. Il n'y avait pas du vélo électrique avec des petites roulettes. Alors ça, on y réfléchit. Il y a plein de solutions. Il y a plein de solutions. Vous, Sophie Delica, vous avez donc participé à cette étude. Vous avez eu un cancer du sein il y a quelques années. Exactement. J'ai eu un cancer du sein détecté fin 2016. 2017, donc les traitements lourds. Et donc fin 2017, j'ai intégré le centre de réentraînement à l'effort à Rocheplane avec le docteur Guillot, Catherine. Et à la suite de ce réentraînement, elle nous a fait la proposition, puisqu'elle nous voyait un peu nous activer sur les agrès avec plus ou moins de plaisir. Et donc, elle a constaté que quelques-unes d'entre nous étions à l'aise sur un vélo. Tout en sachant que je n'avais jamais eu de vélo à moi. Vous n'étiez pas une pratiquante habituelle de vélo Du tout. Et puis, même au niveau du sport, c'est quelque chose que j'avais arrêté de longue date. Donc, le fait de participer au centre de réentraînement à l'effort, à ce reconditionnement physique, l'idée de participer à cette étude a été logique pour moi. Ces vélos, ce sont des vélos spéciaux, ils sont intelligents. Ces vélos, ils sont spéciaux parce qu'il faut qu'on puisse répondre à des gens de niveau de compétences physiques, d'entraînement très variés. Dans le groupe, il y avait des gens qui étaient déjà très sportifs avant et qui avaient bien sûr un peu perdu en conditionnement physique avec les traitements.
Et donc, il faut être d'une souplesse invraisemblable. Donc, pour ça, effectivement, nous, on a travaillé avec ces vélos avec 3 startups, en fait, de l'écosystème grenoblois, sur du recueil de données, parce qu'on a besoin d'identifier, de diagnostiquer et de faire un programme personnalisé. Donc, on travaille avec une startup qui s'appelle Etisence, qui fait du capteur physio-cardio, respiratoire très précis. On travaille avec une autre start-up qui s'appelle Optimove, qui fait de l'analyse de mouvement. Et on travaille avec une start-up qui nous a mis des solutions électroniques intelligentes dans les vélos, qui s'appelle e-Bike Lab. Alors, quel protocole avez-vous appliqué? Il y avait combien de sorties par semaine, par mois? Vous alliez où? Comment ça se passait? Alors, l'objectif, c'était 12 sorties, 2 par semaine. En gros, des sorties de 2 heures. En moyenne, on en a fait 11. Chaque participante en a fait 11. Il y avait toujours une contrainte de météo. Il faut s'adapter, bien sûr. Il y avait des contraintes d'horaire. Donc, en moyenne, 11. Ça représente 250 km en vélo. Donc, c'est pas si mal quand on part d'un problème de santé et un parcours de soins complexes. Je ne parle pas de sportifs. Oui. Je parle de gens qui étaient en situation... Les personnes qui ont participé, il y en avait qui étaient encore en chimio, encore en traitement lourd ou il n'y avait plus de traitement lourd, c'est vraiment le parcours de soins. Enfin, tout à fait. Madame Deluca, il y avait des traitements d'entretien quand même. Traitement d'entretien, effectivement. Mais il n'y avait plus de traitement lourd radiothérapie. C'est justement c'est l'intérêt de ces ateliers vélo électriques, c'est retour à la vie. C'est sortir du système de soins et voilà, maintenant on dit c'est un épisode terrible, mais il est derrière vous. Il faut revenir conditionné physiquement, moralement. C'est un peu ça nos objectifs. Est-ce que vous aviez l'impression d'être en train d'être dans un parcours de soins, d'être soigné ou juste de vous faire plaisir? Les deux. Et c'est vrai que j'ai pris plaisir à pédaler et j'ai découvert effectivement le vélo à ce moment-là. Et vous avez découvert vos capacités aussi? Et mes capacités. Alors, l'intérêt, c'était d'avoir un brief avant la sortie et d'avoir le brief après la sortie. Et de voir d'une sortie sur l'autre qu'il y avait une évolution. Donc, et puis de se sentir en condition physique. Plus on faisait des sorties, mieux on se sentait. Donc, c'est quelque chose qui est bénéfique et physiquement et intellectuellement, psychiquement, pour aller de l'avant. Le mot plaisir, il est fondamental. À un moment donné, un patient, il exécute, on lui fait des ordonnances de chimio, ordonnances de kiné. Et dans son intérêt, il adhère, ou il adhère plus ou moins d'ailleurs, des fois. Et là, on essaye de dire, on va commencer par se faire plaisir. À un moment dans le parcours, on a dit au groupe, maintenant c'est vous qui choisissez. Vous voulez faire quoi aujourd'hui? Vous allez où? Combien de kilomètres? Puis vous y allez toute seule. Vous réglez les vélos. Il y a vraiment une éducation à l'autonomie. Et effectivement, la techno, elle s'efface complètement derrière le plaisir. Aller faire un tour dans Chartreuse à l'automne, j'en ai des souvenirs émus quand même. On s'arrêtait pour regarder la forêt et on discutait d'autres choses. C'est de la sociabilité par l'action. Et la techno, elle s'efface. Mais elle est vitale. La techno, elle permettait d'avoir un frein moteur. Le frein moteur, quand on n'est pas à l'aise avec un vélo et qu'on descend le col de porte, je pense que madame peut témoigner que c'était formidable, vraiment rassurant d'avoir un truc qui vous empêche d'aller trop vite. Et ça a été une demande très vite. Et ça, c'est le genre de solution qu'on a pu développer avec nos partenaires. Attention, ils ont peur à la descente. On va inverser les courants de Foucault et hop, je vous mets un frein moteur. Il n'y a pas de vélos commerciaux qui font ça. Très peu. Et quel bilan retenez-vous de cette étude? Alors, je dirais, il faut demander à ma voisine. Moi, j'en retire d'abord un bilan scientifique très satisfaisant. On est en train de le publier donc, par déontologie. Je ne vais pas vous donner tous les résultats, puisque, comme on dit, la validation par les pairs n'est pas encore faite. C'est soumis pour publication. Mais dans une excellente revue, parce que je pense que c'est une étude très originale. Globalement, le premier bilan, c'était l'adhésion, la faisabilité. On partait de zéro. Est-ce que notre projet est raisonnable ou pas? Pas beaucoup d'incidents techniques. Il a fallu mettre au point 2-3 choses, mais vraiment très peu quand même. Une forte adhésion des gens, des patientes, et des progrès objectivés par Madame Guillot, justement, au centre de Rocheplane, avec une épreuve d'effort avant, une épreuve d'effort après, et en gros tous les paramètres cardio, respiratoires, musculaires s'améliorent.
Sophie, ça vous a tellement En 6 semaines, plu. c'est valable. Oui, 6 semaines, c'est court. C'est court. Ouais. Oui, d'ailleurs, Ça vous a- on s'est fait engueuler que ça soit si court. Mais Oui, mais vous avez prolongé le plaisir. Ça vous a tellement plu que vous vous êtes offert un vélo électrique. Exactement, je me suis offert un vélo électrique et je pédale, on va dire, 4 fois par semaine depuis 2018. Et vous avez adhéré à une association, Les Roches Planeuses. Qu'est-ce que vous avez comme projet avec cette association? Alors, on a l'idée de descendre via une voie verte jusqu'à la mer. Voilà, ça c'est un projet avec les roches planeuses. Mais en parallèle, j'ai aussi j'ai eu l'envie de m'intégrer à un groupe de femmes qui, chaque année, part de Megève et arrive à Saint-Tropez en 5 jours. Donc, ça fait un peu plus de 100 km par jour. Donc, sur vélo électrique pour celles qui n'ont pas les capacités de le faire en vélo classique musculaire. Et l'objectif, c'est de le faire cette année, 2021, en vélo musculaire. Et j'imagine que, professeur Bosson, un tel engouement, une petite fierté peut-être? J'étais plus que fier de me faire engueuler par des patientes en disant « mais c'est vache, vous nous avez mis l'eau à la bouche, puis votre étude, elle s'arrête. » Alors moi, j'ai dit « vous savez, les études, c'est réglementé, j'ai une assurance, l'assurance est finie. On vous a même essayé de vous prêter des vélos en disant « on va trouver un cadre pour vous prêter des vélos. » Mais ce qu'a dit Madame de Lucas est hyper important. Moi, mon objectif, c'est pas de faire la promotion du vélo électrique, c'est de changer les comportements. Si au quotidien, avec un vélo électrique, je ne prends plus ma voiture, alors on y gagne. Il y a d'autres études et d'autres équipes qui travaillent là-dessus. Si d'autres ont fait plus de la marche nordique, c'est à un moment donné reconditionner les gens en termes de muscles, de cœur et de cerveau pour se dire « je peux refaire des projets ». Marche nordique, aviron, c'est la promotion de l'activité physique régulière. C'est vrai que vous disiez, professeur, que moi, une heure et demie, une heure de marche, je vais mettre une journée pour m'en remettre. Je vais pédaler 6 ou 7 heures, je vais mettre 1 heure pour m'en remettre. C'est l'effet tracté, c'est le fait d'être le vélo tracté. électrique, je disais à M. Leclerc, je travaille beaucoup aussi sur le thermalisme. Moi, l'analogie, elle est évidente. En piscine, on peut faire beaucoup plus de choses parce qu'on est en apesanteur partielle. En vélo électrique, on est comme en apesanteur. On est assis, nos vélos, ils sont conçus pour être confortables, pas performants au sens aérodynamique et tout. Il y a le moteur pour aider. Donc, ils sont vêtus pour être confortables au maximum. Et on arrive comme ça à prolonger l'effort et avoir envie d'y revenir. La difficulté, c'est... Voilà, il ne faut pas que les gens... on travaille aussi sur la fibromyalgie. Il ne faut pas que les gens forcent trop et le payent pendant 1 mois. Donc, c'est ça qui est génialissime, c'est l'adaptation. C'est de l'activité physique augmentée. C'est comme le ski augmenté avec des prothèses et des machins. Ça permet aux gens de revenir, en fait, dans l'activité physique. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous expliquer les bienfaits du vélo électrique. Je crois qu'on va tous s'y mettre après cette chronique. Merci beaucoup. On se retrouve après une petite page de pub. On va voir dans un instant que l'activité physique peut avoir aussi du sens dans le traitement de la douleur. La douleur, c'est le dossier du mois. Et Vincent Templard est toujours à mes côtés. Merci Vincent d'être resté. Toujours un plaisir. Nous ont rejoint Jean-Michel Pella, bonjour. Bonjour. Et vous êtes anesthésiste et réanimateur au groupe hospitalier mutualiste de Grenoble et praticien au centre d'évaluation et de traitement de la douleur au GHM à Grenoble. À vos côtés, Caroline Mindé, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin au centre d'évaluation et de traitement de la douleur du CHU Grenoble-Alpes et présidente du CLUD, le comité contre la douleur du CHU. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler d'un sujet qui, disons-le franchement, n'a pas toujours été au cœur des préoccupations des médecins, mais les choses ont changé, heureusement, depuis la seconde moitié, même plutôt la fin du XXe siècle. Jean-Michel Pella, est-ce que l'on sait pourquoi les médecins ne s'intéressaient pas à la douleur ?
Alors, c'est pas tout à fait vrai. La médecine s'est toujours intéressée à la douleur, de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Faut rappeler quand même que l'opium, par exemple, qui est un antalgique assez puissant, était utilisé au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Alors après, la médecine a toujours essayé de chercher à comprendre les mécanismes et à la traiter avec des moyens qui étaient plus ou moins élaborés, mais elle s'est toujours intéressée quand même à la douleur. Mais c'est sûr que notre rapport à la douleur a changé, probablement au XIXe siècle aussi avec la naissance de l'anesthésie. C'est au XIXe siècle, la découverte de la morphine aussi, au début du XIXe, en 1805. Donc ça a quand même changé le rapport que la médecine entretenait avec la douleur. Et puis, au début du XXe siècle, il y a quand même des médecins qui se sont intéressés de plus près. Et en particulier, je crois qu'il faut qu'on cite René Le Riche, qui était un chirurgien célèbre, qui s'est intéressé aux blessés de la Première Guerre mondiale et qui a travaillé sur la douleur, et il s'y intéressait en tant que phénomène neurophysiologique, mais aussi en tant que symptôme pris dans la globalité du sujet. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse dans les centres de la douleur, c'est ce sur quoi on travaille, c'est de resituer la plainte dans l'entièreté du patient. Et donc, il a été vraiment le précurseur de la prise en charge pluridisciplinaire. Et puis, c'est vrai qu'au cours du XXe siècle, notre rapport à la souffrance a changé. On va dire que la douleur s'est un peu délestée de son imprégnation judéo-chrétienne pour devenir quelque chose, on va dire entre guillemets, de plus laïque. Il y avait la fameuse phrase enfanter tu enfanteras dans la voilà, douleur. Tout à fait. Voilà. Oui. Ça a été un petit peu oublié. Et la douleur est devenue quelque chose qui n'est plus considéré comme une fatalité, mais davantage comme un symptôme qu'il faut évaluer et qu'il faut traiter. Et à partir de là, la création des centres de traitement de la douleur, ça remonte à quand? Alors, la création des centres de la douleur, c'est les années 80 pour les premiers centres, les premières structures. Donc ça, c'était sur des initiatives locales. Et puis ensuite, ça s'est développé dans les années 90-2000. Et la France a été pionnière dans la matière parce qu'il y a eu un engagement des pouvoirs publics. Et il y a eu en particulier une initiative de Bernard Kouchner, qui était à l'époque secrétaire d'État à la santé, qui a lancé le premier plan de lutte contre la douleur. Donc c'était un plan ministériel triennal qui s'est étalé de 98 à 2000 et qui avait deux objectifs importants. C'était de développer les structures de prise en charge pluridisciplinaires et puis de favoriser la formation des professionnels de santé, parce qu'avant cette époque, la formation des médecins dans les facs de médecine ou même dans les écoles paramédicales, c'était quelque chose qui était quand même très léger. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore une politique concernant le traitement de la douleur, une politique publique? Alors, donc, après ce premier plan douleur, il y a eu un deuxième plan en 2003, de 2003 à 2005, je crois, et puis un troisième plan de 2006 à 2010. Et malheureusement, depuis 2010, tout s'est arrêté. Et ça, c'est quand même regrettable, parce que c'est quelque chose qui vient quand même insuffler un certain dynamisme dans nos pratiques, dans nos structures, et puis même dans la recherche, qu'elle soit fondamentale ou qu'elle soit clinique. Donc on espère, alors on imagine bien qu'actuellement le gouvernement et le ministère a probablement d'autres préoccupations, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faudra relancer, c'est important, parce que la douleur chronique, il faut la prendre en charge. Vous travaillez tous les deux dans des centres de la douleur avec des équipes vraiment pluridisciplinaires. Vous avez employé le terme. Caroline Mindé, c'est ça, un centre de la douleur. C'est des médecins qui viennent de plusieurs secteurs. Vous êtes médecin généraliste, je crois, de formation. Jean-Michel Pella, qui est à vos côtés, est anesthésiste. Alors, il y a une diversité des métiers des médecins, mais il y a aussi le fait qu'on soit une équipe. C'est-à-dire que tous les centres de la douleur travaillent avec des infirmières qui sont formées à la douleur, travaillent avec des psychologues et travaillent avec d'autres corps de métier. Mais deux principes, on ne travaille pas qu'entre médecins, on travaille avec une équipe pluridisciplinaire. C'est le fondement des centres. Mais quand on parle de douleur, on ne parle pas évidemment du petit bobo, on parle de quelle douleur? Quelle douleur? Écoutez, ça peut être toutes les douleurs possibles et imaginables. Dès lors qu'une
qu'une sensation corporelle est ressentie comme désagréable par un patient et qu'elle dure dans le temps, c'est-à-dire plus de 3 mois, c'est ce qui définit la douleur chronique, et puis qu'elle a un impact sur la vie du patient, on est en présence d'une douleur chronique. Alors ça peut être une douleur neurologique, ça peut être une douleur rhumatismale, ça peut être des maux de tête, ça peut être des douleurs du cancer, ça peut être des douleurs post-opératoires. Donc on accueille dans les centres de la douleur toutes les douleurs, quelles qu'elles soient. Donc, vous accueillez des gens qui sont entrés à l'hôpital ou au GHM pour être soignés pour une autre pathologie qui implique des douleurs, et puis vous accueillez aussi des gens dont, comme par exemple des patients de fibromyalgie, donc dont le diagnostic, enfin en tout cas l'état, leur cause des douleurs, c'est leur maladie. Alors, si vous voulez, on a dans nos structures, on a un secteur d'hospitalisation, donc on intervient en hospitalisation pour aller donner des avis dans les services, soit en chirurgie, soit en médecine, soit en cancérologie, mais on a aussi un centre de consultation. Le centre de la douleur, c'est un centre de consultation où on reçoit des patients qui viennent en externe et qui nous sont adressés soit par le médecin traitant, soit par un médecin spécialiste, et qu'on va prendre en charge en consultation. Caroline Mindé, vous pouvez peut-être nous rajouter un petit mot sur la fibromyalgie? Alors, de façon plus générale, je voulais rebondir un peu sur ce qu'a dit le docteur Pelat, c'est que quelle population on reçoit dans les centres de la douleur. On reçoit essentiellement des pathologies de l'appareil locomoteur, dont fait partie la fibromyalgie. On reçoit beaucoup de douleurs qui sont neuropathiques. On reçoit des patients qui ont des céphalées, des migraines. On reçoit aussi, et ça, faut quand même, c'est quelque chose qui va beaucoup évoluer dans le temps parce que c'est une pathologie qui évolue et qui maintenant est traitée. On reçoit de plus en plus de patients qui ont des douleurs liées au cancer au cours de leur évolution et en séquelaire du traitement. Et puis on reçoit aussi toutes les douleurs abdominales. Donc ce que je veux dire, c'est que on reçoit les patients de toutes les pathologies qui sont douloureuses depuis 3 mois. Et puis l'autre particularité sur les centres de la douleur, c'est qu'on a aussi un centre de la douleur de l'enfant. Parce qu'il faut aussi bien comprendre que l'enfant peut avoir une douleur qui est difficile à gérer. Et qui est difficile à diagnostiquer aussi, la douleur du petit enfant. Il n'a pas les mots pour le dire. Il n'a pas les mots, mais on a énormément d'échelles, on a des outils pour pouvoir évaluer la douleur de l'enfant. Moi, je fais partie d'une génération, j'ai 57 ans, je fais partie d'une génération où on nous disait que l'enfant n'avait pas mal. Donc là, ça a vraiment évolué de façon extrêmement intéressante avec une prise en charge, une évaluation qui a vraiment beaucoup changé et surtout des médicaments qui maintenant sont accessibles. Est-ce qu'il y a aussi une préparation, j'allais dire, avant par exemple une intervention ou autre, une préparation des patients à la douleur? Comment gérer cette douleur en amont, préalablement? Alors ça, c'est une question importante parce que ce qu'on sait, c'est qu'une douleur qui préexiste à une intervention chirurgicale, c'est un facteur de risque à la chronicisation d'une douleur. Donc ça, c'est des données qu'on a depuis quelques années. Donc c'est important. Un patient qui est douloureux chronique est plus à risque et donc il faut essayer de le soulager, bien sûr, en préopératoire, mais de mettre en place certaines mesures que je ne vais pas détailler, mais certaines médications pendant l'intervention et après l'intervention pour limiter ce qu'on appelle la sensibilisation des voies de la douleur, qui correspond en fait à une augmentation de la sensibilité des voies de la douleur et qui aboutit à une hypersensibilité clinique. Donc ça, c'est important, c'est de préparer les patients. Donc les chirurgiens savent nous appeler parce qu'ils ont bien compris que justement c'était un facteur de risque. Donc ils savent nous solliciter et on intervient régulièrement en préopératoire, en péropératoire pas trop, parce que, enfin, en ce qui me concerne, je ne fais plus d'anesthésie opératoire, et en post-opératoire, bien sûr. Et de la même façon, est-ce que le traitement de la douleur peut avoir des effets sur la guérison? Est-ce que si on arrête d'avoir mal, on guérit, entre guillemets, plus vite? Eh bien, c'est-à-dire que si on prend par exemple le cas de la cancérologie, on a des patients qui ont des douleurs qui sont tellement intenses qu'on est obligé de mettre des traitements qui les affaiblissent et qui parfois limitent l'utilisation des traitements spécifiques de la maladie, que sont la chimiothérapie, la radiothérapie et la chirurgie. Donc notre rôle, c'est de pouvoir soulager les patients pour leur redonner un état général suffisant. Et ça peut passer, c'est ce qu'on fait assez fréquemment, par des techniques interventionnelles. On va des fois mettre en place des réservoirs de morphine qu'on place directement au niveau du liquide céphalorachidien pour administrer la morphine au niveau de la moelle épinière et avoir moins d'effets secondaires au niveau cérébral.
Qu'est-ce qui se passe dans le corps, dans le cerveau, quand on a mal ? Alors, qu'est-ce qui se passe dans le corps ? Ça, c'est compliqué. Si vous voulez, au départ, il faut un facteur physique qui vient agresser le corps. On va dire, par exemple, une tendinite ou une hernie discale, ou malheureusement, pour certains patients, un cancer. Et ce facteur physique va entraîner une stimulation au niveau des récepteurs à la douleur. Et ça va entraîner un courant électrique, un petit courant électrique qui va remonter le long des voies de la douleur, passer dans la moelle épinière et arriver au niveau du cerveau. Et lorsque le signal arrive au niveau des cerveaux, il y a ce qu'on appelle une conscientisation du phénomène douloureux, c'est-à-dire que le patient ressent la douleur. Et en fait, cette information, elle va diffuser aux aires de l'émotion. Et c'est ce qui va conférer à la douleur son caractère désagréable. Pas qu'aux aires de l'émotion, à d'autres zones. Voilà. Donc ça, c'est l'explication un peu neuroscientifique basique. Mais si vous voulez, on ne peut pas non plus résumer la douleur à un simple influx nerveux qui part d'un récepteur et qui arrive au niveau du cerveau. Parce qu'en fait, la douleur, c'est quelque chose qui vient impacter la vie du patient, sa vie sociale, familiale, professionnelle, sa vie psychique, sa vie intime. Et donc, il faut davantage considérer la douleur comme une expérience, et c'est une expérience subjective. C'est-à-dire que quand je vous disais qu'il y avait un facteur physique qui venait agresser le corps, ce facteur physique va déclencher un ressenti corporel, et ce ressenti corporel, il va être interprété par le psychisme du patient. Et en définitive, on n'est pas tous égaux face à la douleur. En définitive, on n'est pas tous égaux. Pourquoi ? Parce que cette interprétation par le psychisme, elle est variable en fonction de vos croyances, de votre culture, de vos angoisses, et surtout en fonction de votre expérience douloureuse que vous avez mémorisée depuis votre petite enfance. Donc si vous avez eu un passé de maltraitance, un passé de douleur chronique ou un passé de migraine, etc., votre vécu de la douleur ne sera pas le même que si vous n'avez pas d'antécédents. C'est ce que vous avez constaté également Tout à fait. Et ça va aussi dans les changements de perception. C'est l'adage « tu endureras, plus tu endureras, ça te rendra plus fort ». On sait à l'heure actuelle que plus on a subi des violences, quelles qu'elles soient, dans l'enfance, et plus on sera fragilisé à l'âge adulte. Donc la douleur ne rend pas plus fort. Est-ce que ça a un rapport avec le genre, le sexe, homme, femme, ou ça n'a rien à voir, c'est le parcours de vie qui... Alors les femmes sont plus sensibles à la douleur. Il y a des études épidémiologiques qui montrent que c'est à peu près 28% chez la femme, la prévalence, et 23% chez l'homme. Donc vous voyez, bon, la différence n'est pas très significative, mais quand même, c'est important. Il y a d'autres facteurs. Il y a des facteurs génétiques qui ont été démontrés. Il y a des facteurs culturels. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent modifier la sensibilité à la douleur. En préparant cette émission, vous nous avez dit que vous arrivez, alors vous êtes, vous, CHU, vous, GHM, mais qu'il vous arrivait régulièrement de travailler ensemble. Comment ça se passe ? Ça se passe de façon générale parce qu'on se connaît bien, les équipes se connaissent bien. On a besoin, comme dans tous les métiers, d'échanger. Donc, quand on a besoin d'un conseil, quand on a besoin de discuter d'un patient, on s'appelle. Et puis aussi, les patients ont des histoires médicales qui sont fluctuantes. Ils peuvent être suivis au GHM et être opérés au CHU ou le contraire. Et il est évident pour nous qu'il faut qu'il y ait une prise en charge qui soit continue. Et on partage les dossiers, on a des projets de recherche en commun, on travaille ensemble sur des projets régionaux de formation. Donc ça nous semble, nous, une évidence de travailler ensemble, en tous les cas. Voilà. Dans l'intérêt des équipes et des patients. Tout à fait. Et puis dans notre intérêt à nous, de nous enrichir mutuellement de nos compétences respectives, en tous les cas. C'est des liens très amicaux parce qu'on se connaît depuis longtemps. Depuis longtemps, donc oui. On va passer maintenant au sujet des traitements, les traitements de la douleur. Alors, ceux auxquels on pense en premier, c'est peut-être les traitements médicamenteux. Vous avez parlé tout à l'heure de la morphine, il n'y a pas que ça ? Alors, comme l'a dit le docteur Pellat, la douleur chronique, en tous les cas, c'est une maladie, c'est une histoire et c'est un modèle biopsychosocial. C'est-à-dire que c'est une stimulation douloureuse sur un individu à un moment de sa vie. Donc on comprend bien que sur la douleur chronique, la prise en charge médicamenteuse sera qu'une partie de la prise en charge. Elle sera toujours, ou le plus souvent, pratiquement tout le temps dans les centres de la douleur, on aura toujours une association, ou en tous les cas une complémentarité entre les approches médicamenteuses et les approches non médicamenteuses. Sur les approches médicamenteuses, ça va de façon générale, les antalgiques, ça va du paracétamol à la morphine en fait. C'est des médicaments qui sont extrêmement utiles, c'est des médicaments qu'on connaît bien, qu'on sait bien gérer.
Je pense qu'il faut tout le temps réévaluer nos traitements, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à donner des médicaments lorsque les patients en ont besoin. Par contre, il faut se repositionner de temps en temps sur la pertinence ou pas de la poursuite. Donc ça, c'est les médicaments antalgiques, donc les médicaments de la douleur, avec un petit point aussi, la morphine n'est absolument pas réservée à la fin de vie, on est très clair, les morphiniques sont à utiliser lorsque la douleur est intense, quel que soit le stade de la maladie. Ça, c'est la partie à peu près que les patients, que les soignants comprennent bien, c'est on a une douleur, on donne un antalgique. Par contre, tout à l'heure, le docteur Pelat a parlé des douleurs neuropathiques. Et là, pour la prise en charge des douleurs neuropathiques, on va utiliser des médicaments qui sont soit des antidépresseurs, soit des antiépileptiques, des anticonvulsivants. Et là, je pense qu'il y a une vraie information à donner aux patients et aux soignants pour que le patient se sente compris quand même dans sa plainte. Il vient nous consulter parce qu'il est douloureux et nous, on prescrit un antidépresseur. Ça peut générer une confusion. Donc ça, c'est une incompréhension et de se dire « Ah bah, le médecin pense que c'est dans ma tête », alors que non. C'est parce que pour les douleurs neuropathiques, toute la neuromodulation dont a parlé le docteur Pelat, on donne ces classes thérapeutiques. Docteur Pelat, vous m'avez parlé également de la stimulation de la moelle épinière dans les douleurs neurologiques. Oui, alors bon, c'est vrai que pour les douleurs neurologiques, on a d'autres traitements qui sont possibles. Il faut savoir que les antidépresseurs et les anticonvulsivants, donc on utilise classiquement, c'est recommandé en première intention dans les douleurs neurologiques. Ces traitements ont quand même une marge thérapeutique qui est assez étroite, c'est-à-dire que pour avoir les effets bénéfiques, souvent, on peut avoir aussi un peu les effets secondaires. Donc voilà, quand c'est le cas, il faut penser à orienter les patients vers des techniques qu'on dit un peu invasives, c'est-à-dire que ça justifie quand même une petite intervention. Mais donc, il y a la stimulation médulaire qui peut être proposée. Le principe est assez simple, on met une électrode, c'est-à-dire un petit fil électrique dans la colonne vertébrale, donc sous repérage radioscopique, et on va placer l'électrode donc en regard du segment de moelle épinière qui contrôle la douleur, enfin le territoire de la douleur. Et ensuite, on raccorde ce petit fil électrique qui passe donc dans l'espace péridural, on le raccorde à une petite pile qui est placée en sous-cutané au niveau de la partie inférieure du dos. Et ensuite, lorsque le matériel est implanté, le patient a donc une commande et il peut activer la stimulation, désactiver la stimulation, il peut augmenter l'intensité, baisser l'intensité. Et c'est un traitement qui peut être... Alors, pas pour toutes les douleurs neurologiques, mais certaines douleurs neurologiques, c'est indiqué et ça peut être un traitement très efficace. En fait, le principe, c'est un système de contre-stimulation. Il y a deux chercheurs en 1975 qui s'appelaient Patrick Wall et Ronald Melzack qui ont décrit ce qu'on appelle le gate control, qui consiste à activer un petit neurone au niveau de la moelle épinière qui bloque la remontée de l'information au niveau du cerveau. Quand vous cognez, vous avez une douleur et que vous frottez, ça soulage. C'est un peu le même principe, sauf que la stimulation médulaire, c'est beaucoup plus puissant quand même. On pourrait maintenant aborder les traitements non médicamenteux, docteur Mindé. Est-ce que la sophrologie, on parle des... Alors, je ne sais pas si j'oserais vous parler de l'homéopathie, mais de quoi parle-t-on? Alors, de quoi parle-t-on? C'est une excellente question. Il y avait un article dans notre journal, dans notre revue Douleur, les approches non médicamenteuses du tai chi au bistouri. Donc, dans les approches non médicamenteuses, je pense qu'il y a une première partie qui sont toutes les approches psychocorporelles qui sont très développées dans tous les centres de la douleur. L'hypnose, la sophrologie, la relaxation, qui sont en général pratiquées soit par les psychologues, soit par les infirmières. C'est quelque chose qui ne nous pose pas beaucoup de soucis et qu'on essaie de développer. La question à l'heure actuelle, c'est que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quand même une méfiance, une défiance des Français à l'heure actuelle vis-à-vis du médicament. Et de ce fait-là, il y a un regain d'énergie, il y a un regain d'intérêt en tous les cas pour les approches complémentaires. Et dans les approches complémentaires, là, jusqu'où on va, qu'est-ce qu'on valide pas. Et c'est dans cette optique-là qu'en collaboration d'ailleurs avec le docteur Pelat et le GHM, on a mis en place une étude, une belle recherche clinique avec le professeur Bosson sur l'intérêt de proposer des approches non médicamenteuses de façon systématique aux patients et voir si ça apportait un bénéfice sur la douleur, sur la qualité de vie. Donc ça, c'est une première partie, toutes les approches complémentaires. On a une autre partie, vous en avez parlé juste avant, qui est extrêmement importante, qui est l'activité physique.
Ça, c'est quelque chose c'est une approche qui est validée. Et puis après, on a encore toutes les techniques de neuromodulation avec, entre autres, le neurostimulateur transcutané, qui est une autre technique qui est moins invasive, qui est plus accessible. Et puis d'autres approches qui sont à l'étude, comme le bracelet chez Remedy Labs, qui est un bracelet sécrétaire d'endorphine. Alors, puisque vous en parlez, Caroline Mindé, vous êtes conseillère scientifique sur ce projet, Remedy Labs, qui est un projet développé en Isère. On va regarder le reportage de Charlotte Faulkner et puis vous nous en direz un peu plus après. Soulager les douleurs aiguës sans utiliser de médicaments, c'est le pari que s'est lancé Remedy Labs. Créée en décembre 2016, l'entreprise de 25 salariés a créé le premier simulateur d'endorphine par onde millimétrique. Alors, les ondes millimétriques, c'est quoi? C'est un signal électronique de très haute fréquence qui, lorsqu'il est appliqué sur une zone fortement innervée du corps, va envoyer un influx nerveux au cerveau et libérer l'endorphine cérébrale. Et l'endorphine cérébrale, en fait, c'est l'antalgie du corps. L'endorphine a donc des vertus antalgiques, mais peut également avoir des effets très positifs sur notre stress ou encore notre sommeil. La technologie Remedy aidera donc des patients atteints de fibromyalgie, de migraine aiguë ou encore d'arthrose de manière non invasive sous forme de bracelet. Une technologie développée avec l'aide du CEA Leti et de ST Microélectronique. Pour fonctionner, notre dispositif doit être placé sur une zone qui est fortement innervée, d'où le choix du poignet. Maintenant, notre patient, quel qu'il soit, utilise le dispositif pendant une session d'une demi-heure et les bénéfices vont durer pendant des périodes beaucoup plus longues, plusieurs heures. Encore une fois, c'est assez dépendant de la pathologie. Dans le cadre de nos patients fibromyalgiques, ceux qui nous intéressent aujourd'hui parce que plus avancés en termes de clinique, on est sur une utilisation quotidienne entre 3 et 5 fois par jour, selon le besoin et l'envie du patient. La douleur chronique toucherait jusqu'à 20% de la population mondiale, un marché important que vise l'entreprise Remedy Labs. On est sur un marché qui est absolument colossal. Et donc, nous nous apprêtons à préparer l'entreprise en fait, pour un développement commercial absolument mondial, en commençant par l'Europe, alors la France bien sûr parce que nous sommes français, les pays européens, les États-Unis et après une extension totalement internationale. La technologie de Remedy Labs n'est pas encore commercialisée, mais de nombreux essais cliniques sont en cours, notamment avec le CHU de Grenoble. Le lancement de sa commercialisation est prévu pour 2022. Alors, docteur Mindé, comme l'a dit Charlotte, le gros avantage de ce bracelet, c'est cette méthode non invasive. Alors, ce qui nous intéresse dans cette méthode, évidemment, c'est qu'elle est prometteuse, mais ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on essaye de développer, c'est d'avoir la même rigueur pour les approches non médicamenteuses et non invasives au niveau de la recherche clinique. C'est pour ça qu'on travaille et qu'on a plusieurs études en cours, effectivement une sur la migraine, une sur l'arthrose et une future sur la fibromyalgie. Mais le message qui nous semble important aussi, on en a discuté avec M. Pellat, c'est que les approches médicamenteuses, les approches non médicamenteuses, elles ne s'opposent pas. C'est des études, c'est des approches complémentaires et c'est pour ça aussi qu'on a besoin d'être dans des équipes pluridisciplinaires pour qu'on ait des approches qui soient là aussi complémentaires et pas alternatives en tous les cas. Alors un sujet que nous n'avons pas encore abordé, mais il est temps, c'est celui de l'usage du cannabis thérapeutique. Docteur Mindé, est-ce que ça marche? Est-ce que vous y êtes favorable? Alors le cannabis thérapeutique, on en parle énormément, c'est sur tous les médias. Il faut savoir que le cannabis, c'est une association de CBD et de THC. À l'heure actuelle, dans les centres de la douleur, on peut prescrire le THC pour certaines pathologies, la douleur neuropathique, encore une fois, et que le CBD, on le trouve dans plusieurs boutiques grenobloises, mais ce n'est pas de notre ressort à nous parce que ce n'est pas sur prescription. D'accord ? Et par contre, ce dont parlent les patients, le registre, l'étude sur le cannabis, va débuter. On a reçu un dernier mail aujourd'hui, normalement avant le 31 mars. Par contre, il faut être clair que ce sera une étude nationale, ce sera un registre national sur le cannabis. Pour la douleur chronique, ce sera en tout et pour tout 750 patients au niveau national. Ça fait combien de patients chez Grenoble? Ça fait très peu, ça fait 5 à 15 patients par centre de la douleur, donc
c'est très peu, et tous les centres de la douleur ne pourront pas y participer. Donc voilà, enfin, le cannabis, on en attend beaucoup. Si on regarde un petit peu les études cliniques, ça ne va pas non plus révolutionner la prise en charge des patients. C'est une goutte d'eau finalement dans les traitements, ça a juste un effet un peu plus médiatique. Mais tout à fait, il y a eu un tapage médiatique autour du cannabis qui peut-être a donné un peu de faux espoirs pour les patients. Et en plus, c'est un traitement qui peut avoir aussi des effets secondaires, cardiovasculaires, bien sûr psychiques, avec des somnolences, des troubles mnésiques, mais aussi ça peut donner de l'hypertension, ça peut accélérer la fréquence cardiaque. Donc ça reste un traitement médicamenteux, même si ça a une connotation un peu de produit naturel et festif. Mais là, ce sera sur prescription, ce sera du domaine de l'approche médicamenteuse. Pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que le THC peut être une arme sur certains patients, mais je ne pense pas que la douleur chronique sera résolue par l'usage du cannabis. Ça sera une arme de plus, un outil de plus. Et les indications seront bien sûr limitées, c'est-à-dire que ce sera les douleurs neurologiques réfractaires, la spasticité de la sclérose en plaques, et puis après, il y a d'autres indications comme l'épilepsie réfractaire, donc ça nous concerne un peu moins, et puis certains symptômes quand même en soins palliatifs comme les nausées, les vomissements, donc ça c'est quelque chose qui peut être bénéfique pour ces patients. Il y aura 5 indications et en tout, au niveau national, 3000 patients. Donc voilà, il faut remettre les choses. Moi, je suis ravie d'y participer. On y participe avec le service de neurologie. On est ravis on est toujours dans une démarche de recherche clinique. Dès qu'on peut participer à une recherche clinique, Grenoble est toujours très bien positionné, mais avec les limites qu'on en a dit tous les deux. Sachant qu'après l'expérimentation, on espère pouvoir disposer du traitement de manière plus simple. Est-ce qu'il y a des douleurs qu'on n'arrive pas à soulager ? Oui, alors il y a d'abord la douleur chronique, par définition, c'est quand même un symptôme qui est réfractaire, et quand les patients viennent nous voir, ils ont des fois un passé de suivi médicaux qui peut être de plusieurs années, des fois de plusieurs décennies, ça arrive. Donc on est déjà sur un symptôme rebelle. On arrive toujours quand même à baisser un petit peu le niveau de douleur, mais on a les mêmes traitements que les médecins généralistes, sauf que nous, on travaille en équipe. On travaille avec des psychologues, avec des sophrologues, avec des infirmières spécialisées en douleur, et donc on élabore une évaluation un petit peu globale, et cette évaluation globale nous permet d'élaborer un projet thérapeutique, mais qui est plus un projet de vie, parce que la douleur impacte toutes les dimensions dont on a parlé tout à l'heure. Et ce projet de vie, en fait, bien sûr, on essaye de soulager le symptôme rebelle, mais c'est quand même un compromis entre la douleur chronique qui persiste et puis une qualité de vie qui soit considérée comme étant acceptable par le patient. Voilà, donc on essaye de trouver ce compromis, mais on essaye quand même de diminuer la douleur, mais pour certaines douleurs et pour beaucoup de douleurs chroniques, on ne peut pas supprimer la douleur. Et puis après, on est confronté, en particulier en cancérologie, à des douleurs qui peuvent justifier parfois le recours à des médicaments anesthésiques. C'est ce qu'on appelle la sédation, quand vraiment une douleur devient trop insupportable et que les antalgiques classiques ne la soulagent pas. Docteur Mindé, vous souhaitez ajouter quelque chose ? On arrive au terme de cette émission. On est ravis d'être venus. On est ravis d'être venus vous parler de la prise en charge de la douleur chronique. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier et que ça altère vraiment la qualité de vie des patients. Et dans un autre domaine aussi, ça a un réel coût socio-économique et ça a un coût humain. Et que c'est vraiment important de continuer à privilégier cette prise en charge en tous les cas. Merci beaucoup à tous les deux. Merci de nous avoir éclairés sur ces mécanismes et les traitements de la douleur. C'est un sujet qu'on n'aborde pas tout le temps, donc c'est important de le faire parfois. Merci Vincent, merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez suivre ce check-up le mardi à 13h et en replay sur tngrenoble.net. On se retrouve très vite et en attendant, portez-vous bien. Les assurances santé et les solutions de prévoyance de la Caisse d'épargne vous ont présenté Check-up. Medialp, 20 points de vente dans la région, de vente et location de matériel de confort médical, vous a présenté Check-up.